Bonsoir, bonsoir à tous. Alors on va attendre qu'il y ait au moins une personne qui se connecte pour me confirmer qu'il y a bien le son sur la vidéo puisqu'on a eu quelques déboires hier avec le live. Donc je vais vérifier tout de suite s'il y a du son. N'hésitez pas à venir pendant ce temps-là, à me dire si vous entendez quelque chose. Voilà, ça me permettra déjà de savoir un petit peu si on peut commencer ce live dans les meilleures conditions. Parce que hier c'était un petit peu galère avec la connexion. Et voilà, donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Alors, est-ce que... Sur la vidéo, puisqu'on a eu quelques Ok, déboires. ça a l'air d'être bon, parfait. Donc, on va pouvoir commencer ce live. Dites-moi ceux qui viennent d'arriver, si vous m'entendez bien, normalement ça devrait marcher ce soir. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas, si c'est pas clair, s'il y a des choses. Ce soir, nous allons parler dans ce live psycho, qui est le 18e de la série. Impeccable. Merci Mariam. Ça rassure, ça fait du bien, et comme ça on part sur des bonnes ondes. Donc, ce soir, on va parler de l'identité. C'est le 18e live de la série qui a été mise en place par le Crous. Donc je suis vraiment encore une fois ravie de vous retrouver ce soir. Et oui, t'as vu Émilie, il y a du son, c'est top. Vraiment, on est au top du top. Je suis vraiment contente de voir qu'il y a toujours les mêmes qui reviennent. Il y a comme des habitués. Donc je trouve ça super cool. Donc j'ai eu la confirmation aujourd'hui que les lives étaient maintenus pendant tout l'été. Donc je compte sur vous aussi pour me donner vraiment des idées de thématiques qui vous intéresseraient. Le but c'est pas que moi j'arrive avec tout ce que je sais, tout ce que je pratique au quotidien et que je vous nourrisse de ça, mais à un moment donné, c'est que vous puissiez aussi me dire ce qui vous intéresserait, ce qui vous préoccupe, ce sur quoi vous aimeriez bien discuter, échanger, avoir l'idée ou l'avis d'une psy. N'hésitez pas, vous êtes vraiment les bienvenus pour participer. Voilà, le but c'est d'être un peu proactif et actif dans ce processus. Vous êtes vraiment les bienvenus pour proposer. Vous pouvez tout proposer. Après, j'ai pas dit que je ferai tout, ça dépend ce avec quoi je suis à l'aise aussi, mais vous avez vu que finalement on peut aborder énormément de thématiques différentes, donc n'hésitez pas à faire des propositions même si elles vous semblent un peu idiotes ou un peu farfelues. Voilà, les idées farfelues sont les bienvenues, nous adorons les idées farfelues, c'est les meilleures en général. Donc ce soir on va parler du concept d'identité. Génial que les lives continuent. Oui, je suis très contente, Audrey. Donc, on va voir dans un premier temps qu'est-ce qu'on définit comme étant l'identité. Donc, je vous en ai déjà plus ou moins parlé dans plusieurs lives, mais bon, de toute façon, vu qu'on se voit 2 fois par semaine depuis plusieurs semaines, forcément, il y a un moment donné où les idées se recoupent un peu, et c'est très bien parce que ça fait partie du processus d'apprentissage. Au plus on va répéter une notion, au plus elle va être connue pour vous. Et si à un moment donné, dans ce que je dis, il y a une notion de oh là là, mais elle nous l'a déjà dit, ça veut dire que vous l'avez appris. Donc c'est une très très bonne réaction à avoir si vous suivez les lives depuis un petit bout de temps. Donc ce soir on va parler de l'identité, donc on va essayer de la définir, de définir ce qu'est l'identité en général, voilà, de vraiment essayer de faire un peu le contour. Vous allez voir que comme toutes les thématiques de psycho, il n'y a pas, une seule définition, il n'y a pas une seule façon de le voir. Donc vraiment, voilà, on va essayer quand même d'en parler. Désolée, je suis un peu perturbée parce que je lis vos commentaires en même temps. Oui, on peut aborder le sujet des rêves. Très bon thème, je le note. Tu vois, je prends mon stylo pour le noter. Hop, voilà, les rêves, c'est marqué. Il y aura une soirée sur les rêves. Parce que j'adore travailler sur cette thématique. Je ne sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Donc très très bon sujet. Merci, merci par rapport à ça. Alors oui, Audrey, tu peux écrire tes idées par rapport à ça sous le live de ce soir. En général, je regarde les commentaires qui ont été laissés sur les lives, je les re-regarde avant de faire le live d'après. Donc n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, comme ça au moins on garde une trace écrite. Et voilà, et toi tu sauras que j'ai vu ta proposition parce que je vais liker avec mon profil perso ou le profil du Crous. Et comme ça tu sauras que je l'ai vu. Alors comment dépasser ces fausses croyances qui nous bloquent parfois? Ah, on a fait toute une soirée sur les croyances, mais peut-être que tu as besoin qu'on l'aborde sous cet angle-là. Comment apprendre à gérer les conflits et la frustration? Mais disons, tu as plein d'idées, c'est super ça. Bon, alors je vais pas forcément tout regarder là maintenant, mais en tout cas je regarderai, promis. Donc n'hésitez pas, même si je vous parle là, n'hésitez pas à mettre idée de thème. Vous tapez idée de thème, 2 points, et vous mettez ce que vous voulez derrière. Comme ça, moi, je suis pas perturbée pendant le live parce que je sais que c'est par rapport aux idées de thème que je regarderai après. Et ça vous permet, si vous avez des idées qui vous viennent d'un coup, hop, par rapport à ce que je dis ou par rapport au flot de vos pensées,
et ben vous le mettez, idée de thème, 2 points, et vous mettez quelque chose. Ça vous va comme ça, comme règle du jeu? Comme ça, on continue sur l'identité. Donc, on va d'abord la définir. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Et puis après, on ira chercher la grande question existentielle que tout le monde se pose. Qui suis-je? Et à cette question-là, je peux vous dire que c'est pas simple. On est vraiment sur la question qui touche au plus profond de ce qu'on est. On est sur les questions existentielles dans le sens où elles touchent l'existence et le fait d'exister. On est vraiment sur quelque chose de très très profond. Donc on ira explorer cette thématique-là du qui suis-je. On en avait déjà un peu parlé, mais on va vraiment l'explorer et je vous parlerai notamment de Laurent Gounel qui a fait un TEDx sur le sujet que je vous recommande et qui est vraiment, vraiment super par rapport à ça. Donc je vais reprendre par rapport à cette question-là spécifiquement la conférence de Laurent Gounel, plus mon expérience, plus voilà. Donc voilà, on va aborder le qui suis-je. Donc pas moi, hein, mais vous ou en général. Et puis après, du coup, on parlera très très rapidement des différents troubles de l'identité, des différentes pathologies ou des différentes... Voilà, on en parlera vraiment très très rapidement parce que je trouve que c'est pas le plus intéressant. Le but, c'est pas que je vous fasse un cours de psycho, c'est que je vous parle de choses qui vous parlent à vous. Mais en tout cas, je vous parlerai vite fait des troubles de l'identité, des troubles surtout de la personnalité et après, je vous parlerai surtout de ce que je peux voir en cabinet et je vous donnerai avec vous, et c'est vraiment, dans ce live, je veux vraiment vous faire participer cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va faire un test ou un petit exercice que je fais très très fréquemment avec les personnes qui viennent de mon cabinet et qui ont des difficultés à définir justement ce qui suis-je, qui ont tendance à donner la clé de leur identité aux autres. Ils attendent que les autres les définissent. C'est un exercice qui va permettre de vous aider à vous définir par vous-même en utilisant un moyen, vous allez voir, qui est assez ludique. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà fait, mais sur lequel vous n'aviez pas forcément cette valeur-là de test de la personnalité et de l'identité. Donc on en fera un premier, et puis après on fera un autre exercice que je fais aussi avec mes patients. Et là, à mon avis, si vous jouez le jeu, à mon avis, on va pas mal rigoler et en tout cas on va pas mal cogiter et ça risque de bouger pas mal de choses chez vous. Donc restez jusqu'à la fin, je compte sur vous pour vraiment échanger à ce moment-là. Donc voilà. Donc sur ce live, je vous invite encore une fois à ne pas hésiter à m'interrompre, à me dire si vous avez des questions par rapport à l'identité. Voilà, moi encore une fois, je suis pas spécialiste des troubles psychiatriques. Donc voilà, si c'est une question qui touche vraiment la psychiatrie, je préférerais parfois du coup ne pas forcément y répondre. Ah, je vois que vous avez mis la conférence de Laurent Gounel, effectivement très très bonne conférence. Alors la regardez pas en même temps que le live, vous la regarderez après, ça dure une quinzaine de minutes et vous allez retrouver énormément de choses que je vais vous dire là sur le qui suis-je. Donc écoutez d'abord ce que je vous dis, allez voir la conférence après le live, vous allez voir ça va se recouper, mais c'est toujours bien d'entendre les choses 2 fois. Voilà, faut pas hésiter. Ok, donc par rapport à la définition de l'identité. Donc l'identité, moi je la définis de manière très très simple, c'est ce à quoi on s'identifie. Et ça c'est quelque chose qui touche en fait la conscience de soi, qui touche l'estime de soi, qui touche l'image de soi, la représentation de soi. Donc vous voyez qu'on est beaucoup sur le soi. En fait, pour avoir une notion d'identité, il faut avoir un concept en tête, c'est le concept du moi. C'est-à-dire que avant que vous ayez une conscience que vous existez, vous ne pouvez pas avoir d'identité. En tout cas, vous n'aurez pas d'identité personnelle, mais vous pourrez avoir une identité sociale. Par exemple, un bébé n'a pas forcément d'identité personnelle, c'est-à-dire il n'a pas forcément conscience du fait qu'il est et qu'il est différent de son environnement. Si c'est un très très jeune bébé, il n'a pas forcément une conscience de soi. Par contre, il a déjà une identité sociale. La preuve, c'est que les gens lui donnent un nom, il a une place dans la famille, il est identifié comme quelque chose qui existe ou quelqu'un qui existe. Donc on peut vraiment différencier plusieurs niveaux dans l'identité. Donc il y a l'identité personnelle, donc encore une fois c'est la conscience de soi, c'est comment on se représente soi, comment on se définit. Et puis il y a l'identité sociale qui est comment les autres nous définissent, comment les autres nous perçoivent, comment les autres se représentent le truc qui est nous, je. Oui. Donc encore une fois, gardez en tête que si vous n'avez pas
de notion de moi, si vous n'avez pas de moi, vous ne pouvez pas avoir d'identité personnelle. C'est quelque chose qui est très important. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de psychanalyse, mais à un moment donné de votre existence, alors, selon Freud, allez, je vous fais de la psychanalyse. J'en ferai peu, mais là, je vous en fais. Donc, selon la psychanalyse, au début, il n'y avait que le ça, c'est-à-dire les pulsions. Au début, hein, l'idée, ça serait de dire qu'un bébé n'est que pulsion. Il n'a pas de conscience de lui, il n'y a pas de différenciation entre lui et l'extérieur, il n'est qu'un ensemble d'énergies qui vont aller dans les sens qui permettent de combler ses besoins. Donc il n'y a pas vraiment de concept de moi. Et à un moment donné, le ça, donc les pulsions, va être confronté à l'extérieur. Et du coup, ça va commencer à faire une barrière entre ce qui est moi et ce qui est l'extérieur. Vous voyez? Donc à un moment donné, il va y avoir cette notion, et on le voit très bien chez les bébés, au tout début, c'est un peu comme si leur mère était un peu l'extension d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se l'approprient vraiment, il n'y a pas de différenciation vraiment, mais ça va très vite se mettre en place, cette histoire de distinction entre le soi et le non-soi. Et à un moment donné, il va y avoir du coup une séparation et une conscience de j'ai une limite. Le moi a une limite. En général, ça se met en place parce qu'on prend soin du bébé, parce qu'on lui fait des massages, on l'habille, voilà. Et la peau, en fait, les contacts avec la peau notamment, vont permettre de définir, de concrétiser l'enveloppe du bébé. Bon bref, encore une fois, je ne veux pas vous faire de la psychanalyse. Donc à un moment donné, voilà, il va y avoir le concept de ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Et à l'intérieur de ce qui est moi, il y a différentes entités aussi qui sont les pulsions, le ça, le moi, qui est plutôt la personnalité, et le surmoi, qui serait l'instance à l'intérieur de vous qui juge et qui régule le moi, donc vos comportements. Vous voyez, par exemple, le surmoi, ça serait la petite voix à l'intérieur de vous qui est en train de vous dire que manger 12 carreaux de chocolat, c'est pas bon. Le moi, il mange les carreaux de chocolat, et le ça, il a envie de manger des carreaux de chocolat. Vous voyez, ça a 3 niveaux différents. Bon, bref. Donc, vous voyez que l'identité, c'est quelque chose qui a été pas mal étudié et qui est vraiment à la base de la psychanalyse, et donc de la psychologie. Donc ça fait partie des thématiques qu'on est très souvent amené à traiter ou à aborder avec les personnes. Bref, pour vous, c'est peut-être pas très intéressant la psychanalyse, peu importe. En tout cas, gardez en tête que cette notion d'identité, c'est ce qui va permettre à la personne d'avoir la sensation d'exister. Alors d'exister dans un groupe, parce que par exemple, on peut se donner une identité, et si cette identité est la même que d'autres personnes, ça va créer un groupe. Par exemple, si je suis, j'habite à un endroit, je considère que je suis française parce que j'habite en France, et bien du coup, je vais être dans le même groupe que tous les gens qui se donnent cette même identité ou qui ont cette même identité. Donc ça va permettre aux personnes de se caractériser et soit du coup d'avoir l'impression d'appartenir à un groupe, et on retourne sur le concept du besoin d'appartenance dont je vous ai déjà parlé, soit en ayant une caractéristique qui va être différente de ceux du groupe ou d'une autre personne, ça va être la notion d'exister, le besoin d'exister par soi-même, pour soi-même, donc le besoin d'être unique et d'être différent de l'autre. Donc avec la conception de l'identité ou le concept d'identité, on va sans arrêt jongler entre finalement, est-ce que cette identité me rend unique ou est-ce que cette identité me rend comme les autres et me permet d'appartenir à un groupe. Donc l'identité, c'est vraiment, ça sert à ces deux choses-là, c'est-à-dire à vous situer socialement par rapport à un groupe, par rapport à d'autres individus et d'avoir l'impression d'exister à l'intérieur de ce groupe ou de ces liens sociaux. Donc vous voyez que l'identité, c'est quelque chose de très très important. Et d'ailleurs, au plus il y a de monde, au plus on va avoir tendance à avoir besoin de se différencier, par exemple. Par exemple, je le dis tout le temps aux psychologues que j'accompagne justement dans l'installation de leur cabinet, ce qui arrive souvent en ce moment, mais je leur dis, finalement, c'est pas la même chose, et en termes d'identité, on va pas se définir de la même manière si on est le seul psychologue sur un grand territoire,
ou si on est plein de psychologues sur un même territoire. Au plus on est nombreux, au plus, pour pouvoir exister, on va avoir besoin de se différencier. On va avoir besoin d'aller sur des identités plus pointues, plus spécifiques et d'exister. Et c'est un peu ce qui se passe parfois je sais pas, pendant la période de l'adolescence. Par exemple, si on est dans un groupe très très grand et qu'il y a beaucoup d'adolescents au même endroit, ben, du coup on va avoir besoin de se sentir original pour avoir l'impression d'exister. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Et si on est dans un groupe où finalement on n'est pas très nombreux, on n'aura pas besoin de beaucoup se différencier. Ok, alors, je regarde un peu vos commentaires, voir si ça réagit. Ok, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, vous aurez compris que votre identité, elle vous sert à exister socialement et elle vous permet de vous définir, en tout cas de vous représenter ce que vous êtes et de permettre aux autres de se représenter qui vous êtes aussi. Donc ça, c'est vraiment un élément de régulation sociale et de différenciation et de distinction des membres d'un groupe. Quelque chose de très très important. Donc on va voir qu'il y a différents niveaux d'identité. Donc on en a parlé, il y a l'identité personnelle, donc c'est comment moi je me représente moi. Et puis il va y avoir la sociale, donc comment les autres se représentent le moi. Et puis il va y avoir l'identité légale, comment la loi, le cadre institutionnel, l'administration se représentent moi. Oui, alors je dis moi, c'est pas une faute de langage, hein, c'est vraiment le côté psychanalytique du truc. Et puis il va y avoir aussi d'autres types d'identité. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de l'identité numérique. Donc c'est l'ensemble des traces que vous laissez sur Internet et qui permettent de savoir qui vous êtes numériquement ou qui vous êtes dans ce monde-là qui est un monde numérique. Donc ça, c'est un concept qui est assez nouveau finalement et qu'on étudie de plus en plus parce qu'on laisse des traces numériques de partout. Où qu'on aille, on laisse une trace numérique aujourd'hui. Donc, il y a une nouvelle notion d'identité qui est votre identité numérique. Et puis, certaines personnes peuvent avoir des identités aussi secrètes, des identités cachées. Alors, les super-héros ont des identités secrètes, mais il y a aussi des personnes qui ont des identités secrètes. Il n'y a pas besoin d'avoir des super-pouvoirs pour avoir des identités secrètes. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, ça va être par exemple des identités d'alias. Vous voyez, avec les youtubeurs, les choses, voilà, ce style-là, du coup, ils ont plusieurs identités qui vont venir se coller les unes aux autres, s'amalgamer, et ça sera toujours la personne. Donc déjà, est-ce que c'est clair par rapport à cette notion d'identité? Donc vraiment, on est sur quelque chose qui permet de se définir. C'est ce à quoi vous vous identifiez. On est vraiment là-dessus. Vous pouvez vous identifier à plein de choses différentes. Vous pouvez vous identifier à votre sexe, à votre genre. Il y a déjà deux trucs différents. Vous pouvez vous identifier à votre âge. Vous pouvez vous identifier à une caractéristique. Vous pouvez vous identifier à votre métier, à votre nationalité. Vous pouvez vous identifier... En fait, l'identification ou l'identité dans un discours, moi je la repère très très rapidement parce que c'est toutes les caractéristiques ou tout ce qui va suivre le « je suis ». Donc on peut avoir très bien des gens qui s'identifient à une pathologie, je suis dépressif, ou des gens qui vont s'identifier à une caractéristique physique, je suis grand, je suis petit, et je vous garantis que pour certaines personnes, le fait de s'identifier comme étant grand ou comme étant petit peut totalement changer toute la nature de leur vie. Quand on est sur le concept d'identité, justement, on est sur l'histoire des croyances. On en a déjà parlé puisqu'on a fait justement une soirée sur les croyances. C'est ce à quoi on s'identifie, donc ce qu'on a envie de croire être soi, ou ce qu'on croit être soi. Si par exemple, je crois que je suis grand, c'est une identité à laquelle j'accorde du crédit puisque j'y crois. Et du coup, comme toute croyance, cette identité-là va moduler mes comportements, mes émotions, ma manière d'interpréter le monde, d'interpréter les comportements des autres, d'interpréter ma manière de réagir, ma manière, voilà, ça va vraiment conditionner votre identité, ça va conditionner ce que vous allez faire, ce que vous allez pouvoir faire et ce que vous n'allez pas pouvoir faire dans la vie, ou ce que vous allez pouvoir être et ce que vous n'allez pas pouvoir être selon ce à quoi est rattaché
cette particule ou cette caractéristique à laquelle vous vous identifiez. Si par exemple, je m'identifie comme étant une femme et que dans mon système de croyance, les femmes ne peuvent pas, je sais pas, devenir chef d'entreprise ou devenir astronaute ou je ne sais pas, ben, du coup, le fait de m'identifier à la catégorie femme et d'avoir cette croyance sur le groupe femme ou sur l'identité femme, ben, du coup, ça va me couper le passage pour aller jusqu'à cette expérience qui serait d'être dans l'espace. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que les femmes vont dans l'espace, c'est pas un problème, donc c'était pas forcément un bon exemple, mais vous voyez un peu comment ça peut fonctionner. J'avais pas envie d'être sur le truc de faire la vaisselle, élever les enfants, même si vous voyez comment ça marche très bien pour ces domaines-là. Donc, dites-vous que tout ce que vous pensez être vous, ce n'est qu'une croyance. Donc, prenez un papier, un stylo, et vous allez pas mal écrire ce soir. Donc, n'hésitez pas, j'imagine qu'en tant qu'étudiant, vous avez quand même ça sous la main, hein, papier, crayon, stylo. N'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau aussi, parce que vous allez bosser ce soir. Mais en tout cas, commencez à écrire « Je suis » et mettez vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit, qui peut suivre le « je suis » et qui vous représente vous. N'hésitez pas à vraiment vous lancer. Mais il y a vraiment cette notion-là de lâchez-vous, dites « je suis », et vous mettez en gros « je suis » et vous marquez tout ce qui vous vient en dessous sur cette feuille. Et déjà, ça va vous permettre de voir tout ce qui, pour vous, constitue votre identité. Donc attendez, il y a une petite réaction. Ok, je ne sais pas si à un moment on parlera de la pluri-identité. Mais en fait, on a plusieurs identités dans tous les cas, donc je ne sais pas ce à quoi tu fais référence. Exactement. Donc à certains moments, je me sens comme une funambule à la confluence de différentes identités. Et oui, on est là-dessus. Ok. En ce moment, j'ai besoin de retour vers une identité africaine et arabe. Ça se ressent dans ma bibliographie. Ok. Donc, effectivement, comme je disais, on a plusieurs niveaux d'identité, on a plusieurs identités, et on peut même avoir des identités qui ne vont pas forcément ensemble, en fait. Encore une fois, l'identité est un ensemble de croyances à laquelle on s'identifie ou à laquelle on décide qu'on participe. Ça signifie donc que la notion d'identité est variable dans le temps pour une même personne. Mais oui, tout à fait. Peut-être que dans ton identité, à un moment, elle me dit, il y avait je suis un enfant. Bah ouais, aujourd'hui, tu es probablement encore l'enfant de tes parents, peut-être, mais est-ce que tu te définirais comme étant un enfant aujourd'hui? Non, ça a changé. Si un jour tu t'identifies à un métier, par exemple, moi je me suis présentée tout à l'heure en disant je suis psychologue. Oui, c'est quelque chose auquel je m'identifie, et ça fait vraiment partie des choses qui vont moduler mes comportements, mes appréhensions de la réalité, mes activités. Donc ça a vraiment une vraie influence sur mon être, sur mon être qui vit. Donc oui, je m'identifie à ça, mais si demain je change de métier, si je deviens boulangère, j'ai toujours rêvé d'ouvrir une boulangerie, si un jour je deviens boulangère, à ce moment-là, je vais avoir la mentalité, ou les attitudes, ou les comportements, ou le mode de vie, l'emploi du temps de quelqu'un qui serait boulanger. Donc oui, on peut avoir plusieurs identités dans le temps pour une même personne. Par exemple, même si on part sur une identité de type légal, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les jeunes filles étaient dans leur identité mademoiselle et passaient à un moment donné, quand elles se mariaient, à madame. C'est un changement d'identité qu'on retrouve même au niveau légal. Donc, c'est plus le cas aujourd'hui, mais vous voyez que finalement, on peut changer. Il y a des personnes qui changent de sexe. Donc, est-ce qu'elles changent d'identité? Oui, parce que clairement, généralement, elles changent aussi de prénom ou elles changent pas mal d'autres choses. En tout cas, elles changent généralement de style de vie ou de philosophie, ou en tout cas, il y a des choses qui changent. Enfin, je veux dire, on ne change pas de sexe pour rien changer. En général, c'est parce que c'est dans un flot de changement et finalement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Mais dans tous les cas, oui, on peut avoir plusieurs identités et c'est variable dans le temps. Il y a des choses qui changeront peu, mais il y a énormément de choses qui changeront. L'identité, encore une fois, on s'identifie à des caractéristiques, à un ensemble de caractéristiques, à certaines plus que d'autres d'ailleurs. Il y a certaines qui peuvent être fiables dans le temps, c'est-à-dire qu'on va les retrouver à différents moments
de notre vie. Par exemple, tout à l'heure, la personne juste avant disait que justement, elle avait besoin en ce moment de se rapprocher de son identité arabe et africaine. Voilà, ça a toujours fait partie de son identité, mais peut-être qu'à certains moments, c'est plus là qu'à d'autres. Mais peut-être qu'à un moment donné, si elle part directement aux États-Unis, elle se sentira clairement américaine et cette identité-là, finalement, l'influencera moins. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette notion de oui, on peut avoir plusieurs identités, bien évidemment, puisque ce ne sont que des croyances. Et on peut avoir des identités qui peuvent être plus fortes que d'autres. Ce qui est sûr, c'est que l'identité va être influencée socialement. C'est-à-dire que c'est la société, par le regard qu'elle porte et par les étiquettes qu'elle vous colle, qui va influencer votre manière de vous représenter. Donc il y a ce qui part de vous et il y a comment l'autre vous fait exister. Encore une fois, souvenez-vous du bébé, c'est le fait d'avoir des interactions avec le monde extérieur, c'est par le regard de l'autre, c'est par les soins et les massages de l'autre que l'enfant, que le bébé définit le concept de soi. D'ailleurs, on voit très bien que parfois, chez les enfants dont on s'est peu occupé, qui ont eu peu de contact physique, qui n'ont pas eu le regard de la mère ou du père ou de l'entourage ou de quelqu'un de bienveillant pour le faire exister, eh ben, on peut avoir des troubles psychologiques qui se mettent en place et qui sont très compliqués en fait. Donc les êtres humains ont besoin du regard de l'autre pour exister, pour avoir un regard, une pensée réflexive en fait. Voilà, si l'autre me regarde, du coup j'existe. C'est pour ça qu'on a un tel rapport avec le regard de l'autre aussi. Mais on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Il reste un noyau dur quand même, non. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Il y a des choses auxquelles on s'identifie plus et des choses auxquelles on s'identifie moins. Et ça dépend aussi des moments. Par exemple, quand je suis... c'est toujours l'exemple que je prends, mais la plupart du temps, je m'identifie au fait d'être une femme. Par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, mais il y a plein de moments où l'identité de femme n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Quand je suis en train de voter, le fait que je sois une femme, un homme ou peu importe, non, dans ce moment-là, mon identité, celle à laquelle je m'identifie, c'est le fait d'être de nationalité française, le fait d'être une électrice, le fait d'avoir... Voilà, vous voyez, selon les contextes, finalement, ça a peu d'importance. Le fait d'être une femme, quand je suis en train de faire mon jogging, je ne suis pas en train de m'identifier à une femme qui est en train de courir. Je suis juste en train de courir. Peut-être que je m'associe au côté sportif, peut-être que je m'associe au côté personne qui galère aussi, parce que je ne suis pas non plus la reine du jogging. Mais voilà, ça dépend des activités. Il y a des activités où concrètement, que vous soyez une femme, un homme, quel que soit votre statut social, quel que soit, ça n'aura aucune influence en fait. Donc c'est là où je vous dis finalement l'identité c'est quelque chose qui peut changer, qui peut évoluer. Et effectivement il y a des choses qui peuvent rester un noyau dur si l'entourage nous le rappelle ou si c'est quelque chose qui est important pour nous et on peut garder des choses qui sont importantes pour nous, mais ça ne veut pas dire que ça aura la même valeur tout le temps. Je vois ça comme une base et des éléments plus superficiels qui, eux, peuvent varier. Je vois par rapport au contexte, c'est plus clair. Oui. C'est pas parce qu'à certains moments, je ne m'identifie pas au fait d'être une femme que ça veut dire que j'en suis pas une. Vous voyez, ça veut juste dire que dans ce moment-là, on s'en fiche. Et on est énormément de choses pour lesquelles il y a plein de moments où on s'en fiche. Moi, j'ai des gens, encore une fois, qui viennent en cabinet et qui s'identifient, par exemple, au fait d'être timide. Bonjour, je suis timide. Il y a plein de moments dans leur vie où ils sont pas timides. Vous voyez, quand ils prennent leur douche, quand ils sont en train de manger, quand ils sont même avec des personnes avec lesquelles ils sont à l'aise, ils sont pas timides à ce moment-là. Mais par contre, quand ils viennent dans mon cabinet, vu qu'ils veulent travailler sur leur timidité dans certains contextes, du coup, ils s'identifient à ce moment-là à la personne timide, et c'est la personne timide ou l'identité timide qui est en train de me demander de l'aide. Vous voyez, c'est un peu... voilà, c'est juste de vous dire finalement, encore une fois, nous ne sommes que dans le champ des croyances. Ce ne sont que des croyances. Ce que vous croyez être est faux. D'accord? C'est vrai dans le sens où juste vous lui donnez du crédit. D'accord?
Et peut-être qu'un jour, on va se rendre compte que nous ne sommes ni des hommes, ni des femmes, ni... Déjà, on est en train de se dire en ce moment que finalement, quand on fait des analyses génétiques, finalement, on a tous du sang croisé, donc ça revient remettre en question les identités culturelles, enfin, voilà. Mine de rien, il y a eu tellement de mélanges qu'en fait, on pourrait retrouver des caractéristiques de tout le monde un peu partout, en fait. Donc, même si le fait, je peux dire que je suis une femme, peut-être qu'il y a des fois où peut-être que j'ai envie de me dire que j'agis comme un bonhomme, ou que... J'en sais rien, vous voyez. Enfin, on peut s'identifier à plein de choses, même quand a priori elles sont séparées, elles sont pas si séparées que ça, c'est qu'une façon de se représenter les choses. Des fois, je suis une adulte, quand mes parents me parlent, je redeviens une petite fille qui n'a pas envie d'embêter ses parents, par exemple. Ça, c'est une réaction très fréquente qu'on a. Donc, encore une fois, l'identité que vous avez, c'est ce que vous ressentez, la conscience que vous avez de vous à un moment donné. Je ne vais pas forcément vous refaire la métaphore du diamant, dites-moi si ça vous intéresse, mais en tout cas, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ma métaphore du diamant, parce que j'en ai beaucoup parlé la dernière fois, ça colle totalement avec le contexte là. Mais dites-moi, voilà, sinon j'ai pas envie de vous refaire les mêmes métaphores à chaque fois. Sinon ça va faire vachement de redites. Mais voilà. Bon, ceux qui se souviennent, voilà, on va faire comme ça. Ceux qui se souviennent de ma métaphore du diamant, je vous invite à expliquer dans les commentaires aux autres, finalement, qu'est-ce que c'est que la métaphore du diamant et en quoi c'est en lien avec le concept d'identité. On va voir s'il y en a qui ont suivi et s'il y en a qui se souviennent. Très très bonne technique pour justement retenir et apprendre, c'est d'apprendre et de redire ce qu'on a appris aux autres. Je vous donne plein de techniques sur l'apprentissage ce soir. C'est gratuit, profitez. Donc, on continue et là, on va passer sur un autre versant qui est la conférence de Laurent Gounel, justement, qui est sur le concept de qui suis-je. Parce que forcément, quand on parle d'identité, on peut parler de qui suis-je. Donc, vous, déjà, encore une fois, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure de noter je suis avec toutes les notions en dessous, à quoi vous vous êtes identifié ou à quoi vous vous identifiez aujourd'hui. Alors, l'intérêt de la conférence de Laurent Gounel, encore une fois, c'est de questionner finalement, est-ce que vous êtes tout ce que vous pensez être? Et le propos de Laurent Gounel, c'est de dire finalement, vous n'êtes pas tout ce que vous pensez être, mais vous êtes ce qu'il reste quand on enlève tout ce que vous pensez être. Et c'est un principe qui est assez intéressant parce que justement, son propos à lui, c'est de dire, voilà, est-ce que vous êtes votre nom? Ben non, vous auriez pu avoir un autre nom. Est-ce que pour autant, vous auriez été différent? Si vous avez tendance à vous identifier à votre profession ou votre profession d'étudiant actuellement, si vous arrêtez d'être étudiant, est-ce que pour autant, vous arrêtez d'être qui vous êtes? Non. Est-ce que vous vous associez au fait d'être une femme, un homme? Ben, peut-être. Mais encore une fois, est-ce que vous vous réduisez à cette caractéristique? Peut-être pas. Puis il y a plein d'autres gens qui ont cette caractéristique et qui pour autant ne sont pas vous. Est-ce que vous vous identifiez à vos gènes? Vous dites, voilà, ce que je suis, c'est génétique. Bah oui, en même temps, si vous aviez un frère jumeau avec exactement les mêmes gènes, bah, du coup, il aurait été quand même quelqu'un d'autre par rapport à vous. Donc ça ne définit pas qui vous êtes non plus. Donc on pourrait vraiment aller comme ça explorer toutes les facettes de ce à quoi on s'identifie. À la fin, ça ne répondrait absolument pas, en aucun cas, à qui vous êtes. Et donc son propos à lui, c'est de dire finalement, le seul moyen d'enlever, ou en tout cas de connaître qui on est et de répondre à cette question, c'est de se détacher de toutes les étiquettes qui viennent justement après le qui suis-je. C'est-à-dire de pouvoir petit à petit se dire finalement, je suis ce qui reste, une fois qu'on enlève mon nom, le côté génétique, une fois qu'on enlève ma profession, mes qualités, mes défauts, voilà, une fois qu'on enlève tout ça, que je suis vraiment à nu, en fait je suis ça. Je suis l'élément qui est à nu. Si on reprend la métaphore du diamant, c'est je ne suis pas toutes les facettes du diamant, je suis le diamant, la matière diamant. C'est ça qui va être façonné par l'expérience, qui va être façonné par tout ce que vous allez vivre, mais vous êtes la matière diamant. C'est vraiment avec toutes les failles, avec tout ça, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce qui vous spécifie un petit peu dans l'instant, mais vous êtes la matière en fait, vous êtes le truc qui est au cœur de ça.
et après qui va s'exprimer selon le contexte, selon des caractéristiques. Encore une fois, la caractéristique, je suis une femme, je suis un homme, on a tendance à beaucoup s'y associer parce que socialement, on y accorde énormément d'intérêt. Mais il y a plein de moments où c'est absolument pas discriminant, où c'est absolument pas pertinent de se définir avec ce critère-là. Par exemple, par rapport à vos résultats scolaires ou les choses comme ça, que vous soyez une femme ou un homme, finalement, ça change rien, par exemple, dans ce contexte-là. La répétition à la base de l'enseignement, mais oui, je radote beaucoup. Un diamant est multifacétique, comme notre identité plurielle, oui. Mais l'identité n'est pas l'ensemble des facettes, l'identité, c'est l'ensemble du diamant. Avec les facettes, mais aussi avec la base, avec ce qui n'est pas une facette. Alors, comme nous, on n'en montre qu'une facette lorsqu'on a envie, à un moment donné. Mais vous êtes géniaux, franchement, vous avez très bien suivi toutes mes métaphores sur le diamant. La répétition est à la base de l'enseignement. Oui, je suis mon expérience subjective de la réalité. Oui, tu es aussi ton expérience subjective de la réalité. Oui. Et tu es aussi l'expérience que les autres font de toi, leur expérience subjective aussi, puisque tu existes aussi dans l'expérience subjective de l'autre. Donc c'est important de se dire que finalement la notion d'existence, elle est quand même... c'est pas pour rien que les philosophes s'y attellent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de la matière, quoi. Il y a moyen de s'y atteler, de le voir de plein de manières différentes. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire à un moment donné, ok, qui suis-je? Vraiment, qui suis-je? Alors là, je vous ai dit à la fin, Laurent Gounel, il part sur le principe que vraiment c'est la matière et c'est ce qui reste une fois que vous avez tout perdu, en gros. Donc lui, il explique son expérience de vie, que il a perdu son boulot, il a perdu ses idéaux, enfin bref, il était dans une phase où il était vraiment très très mal dans sa vie, jusqu'au moment où il s'est rendu compte que même s'il avait perdu tout ça, il existait encore et il était encore. Et donc ça lui a permis de relativiser énormément de choses. Et c'est vrai que dans notre société, on a tendance beaucoup à s'identifier à des caractéristiques, à un statut social, à un métier, à une identité encore une fois sociale. On a tendance à s'identifier à ce qu'on a. Voilà, si par exemple vous avez un iPhone ou vous avez un Samsung, et du coup ça vous fait entrer dans une communauté des gens qui ont des iPhones ou des Samsung. Enfin, voilà. Ça vous donne l'impression d'exister, alors qu'en fait finalement c'est assez artificiel, et si on vous enlève votre iPhone ou votre Samsung, finalement vous continuez d'exister quand même. Donc c'est artificiel. Là on rentre dans les notions d'identité artificielle, mais qui sont très réelles au niveau subjectif. Pardon. Donc c'est important de remettre un petit peu en question ça. Donc, ce qu'il dit aussi, et ce qui est assez intéressant, donc il dit aussi qu'il y en a certains qui s'associent ou s'identifient à leur apparence. Par exemple, les gens très beaux vont s'identifier à cette apparence, et ça va être très compliqué pour eux quand justement, l'âge avançant, ça devient un petit peu moins pimpant, c'est compliqué, c'est des phases compliquées. Donc il explique aussi effectivement ce côté-là, en quoi le fait de s'identifier à une catégorie peut nous rendre vulnérables à certaines situations. Par exemple, si pour vous, vous êtes très attaché au fait d'avoir, et que ça vous permet d'exister, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir les nouvelles chaussures de la marque je ne sais pas trop quoi, et du coup vous allez être très vulnérable si quelqu'un d'autre a plus que vous, par exemple, ou a la même chose que vous, parce que du coup ça vient ternir un peu votre identité, et ça vient ternir du coup votre sensation d'exister et d'être quelqu'un d'unique et d'important et d'intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui justement s'associe beaucoup, s'identifie beaucoup à son métier, ça peut être très compliqué quand vous le perdez, ou quand vous devez changer de métier. Par exemple, il y a énormément de personnes qui font une grosse dépression au moment de la retraite. Ça, c'est quelque chose qui est quand même hyper important à prendre en compte. C'est parce que, oui, effectivement, ils perdent leur rythme de vie, voilà, mais ils perdent aussi, en fait, une partie de ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, en général, ils continuent très longtemps, quand ils s'identifient beaucoup à leur métier, ils continuent très longtemps à dire qu'ils sont ce métier-là. Je suis enseignant. Ah oui, mais je suis enseignant à la retraite. C'est vrai, j'ai oublié, mais je suis enseignant à la retraite. Parce que pour eux, être enseignant, c'était hyper important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de
ouais, de ce thème-là. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à l'identité avant qu'on passe à la phase d'après? Non, pas de questions? Ok, alors je continue. Donc, les troubles de l'identité. Alors, c'est là où je vous dis que je ne suis pas spécialiste de la psychiatrie, donc on va les passer vite fait, mais en gros, on identifie une dizaine de troubles de la personnalité. Donc, vous voyez que c'est la personnalité, c'est pas vraiment de l'identité. En psychologie sociale, on a beaucoup étudié l'identité, mais là, il s'agit plus d'une partie psychologie clinique. Je le dis s'il y a des psychologues ou des étudiants en psychologie dans le lot des étudiants qui me regardent, dans les 9 qui me regardent là. Vous allez avoir par exemple tout ce qui est personnalité paranoïaque. Donc je lis en même temps parce que je l'ai noté pour pas vous dire des bêtises. Donc tout ce qui est personnalité paranoïaque, donc c'est vraiment les personnes qui vont développer un comportement ou une attitude de méfiance par rapport à l'environnement. Un peu comme si l'environnement était dangereux, était malveillant, et ils vont avoir des troubles, des délires en fait. Donc on voit que c'est un trouble de la personnalité parce que du coup, c'est un peu comme s'ils se percevaient vulnérables et ils percevaient l'extérieur agressif ou menaçant, et du coup, ça va modifier totalement leur façon d'être. Ils peuvent développer des délires, ils peuvent développer des attitudes de fuite, enfin bref, ils peuvent développer un certain nombre de choses. Donc déjà, il y a les paranos. Alors, les paranos, encore une fois, encore une fois, voyez-le comme une détermination psychiatrique. Donc, on n'est pas sur le parano, oui, mais t'es totalement parano. Non, on n'est pas sur cette dénomination du sens commun de la paranoïa. Là, on est vraiment sur la dénomination clinique. Donc après, on va avoir les gens qui ont une personnalité schizoïde. Donc les schizoïdes, c'est ceux qui ont un détachement des relations sociales. C'est-à-dire que les relations sociales, ils s'en détachent et ils vont essayer de vivre un minimum d'expression émotionnelle. Donc ça va être des personnes qui vont pas être très expressives, pas forcément très expressives, mais surtout on va voir qu'ils vont se distancier des relations sociales. Ça va être des gens souvent isolés, des gens qui vivent tout seuls, des marginaux. Vous voyez, on peut être dans ce côté-là. Alors, même si je suis parano, j'ai probablement des ennemis. Ça n'empêche pas. Effectivement, ça n'empêche pas. On peut être parano et avoir des ennemis. Et surtout que quand on est parano, en général, on a une attitude qui attire des gens qui nous aiment pas, parce que forcément, on a une attitude qui est agressive par rapport à l'environnement qu'on trouve agressif. En fait, on se défend. Et du coup, en se défendant, en fait, on peut se créer des ennemis très facilement. Puis en plus, on est dans des personnalités qui sont étranges, voire bizarres. Ça donne un sentiment, une sensation de bizarrerie en leur présence, ce qui va réveiller les défenses, parce que devant des gens bizarres, on ne sait pas comment ils peuvent réagir, ils sont probablement une menace potentielle, donc de toute façon, vous pouvez vous créer des ennemis, même si à la base vous n'en avez pas, en étant parano. Alors là, je vous ai dit les schizoïdes, et là vous allez avoir les schizotypiques, c'est-à-dire c'est pas le même, on n'est pas sur le même degré, mais on va avoir encore un problème avec les relations sociales proches, et ça va être compliqué, il va y avoir des relations un peu excentriques, un peu bizarres en fait. Donc on est vraiment sur de la bizarrerie. Les personnalités antisociales, donc là c'est bien ce qu'on est en train de dire, on est vraiment sur les personnes qui sont ils sont pas dans de la méfiance, mais ils sont plutôt dans du rejet des relations sociales, ils sont dans de la transgression des règles, des codes. Voilà, on est vraiment les personnes antisociales, on est là-dessus. Donc les personnes borderline, non, dans la paranoïa, il n'y a pas forcément du délire de persécution, mais il y a très souvent du délire de persécution. Voilà. Si ça répond à ta question, elle me dit, mais oui. On voit très souvent, il peut y avoir du délire de persécution dans d'autres types de troubles, ou chez des gens qui n'ont pas forcément de troubles particuliers. Le sentiment d'être persécuté, on peut le retrouver ne serait-ce que chez une personne qui aurait tendance à se victimiser. La victime a besoin d'être persécutée pour se trouver victime, pour se valider en tant que victime. Donc si on reprend juste le triangle de Karpman que je vous ai expliqué dans un autre live, on peut avoir des sensations de persécution liées à cette posture de victime. Donc vous voyez que si on change de cadre, de référence et d'interprétation, on peut très bien voir les choses un peu différemment. Donc il n'y a pas forcément de délire de persécution dans la paranoïa, mais il y en a très souvent. Il peut y avoir d'autres types de délires, en fait, d'autres types de manifestations.
Donc, la personnalité limite et borderline, donc c'est vraiment des personnes qui sont, il y a une impulsivité marquée, il y a vraiment des gens voilà, qui vont changer du tout au tout, qui vont, voilà, il va y avoir un problème dans la relation, généralement. Voilà, il y a une instabilité émotionnelle, relationnelle, problème par rapport à l'image de soi. Voilà, c'est très compliqué. Les personnalités borderline, on sent que c'est compliqué, il y a énormément généralement de souffrance. C'est très compliqué pour eux de le vivre. J'ai peut-être j'ai peut-être eu quelqu'un de parano dans ma vie, quelqu'un qui a cru que je voulais le manipuler parce que je l'ai aidé. L'aide est une forme de manipulation, que ce soit clair. Donc oui, tu l'as probablement manipulé d'une certaine manière. Après, il faut voir ce qu'il en a ressenti. Hop, pardon. Et que ça ne lui semblait pas normal. Et qu'il m'a dit après la rupture que ça lui faisait mal de m'avoir vu avec quelqu'un d'autre. Aucune chance, j'étais confinée. Ah, d'accord. Donc oui, effectivement, il y a peut-être des mécanismes de paranoïa. Encore une fois, faites la différence entre une structure paranoïaque, c'est-à-dire une personnalité paranoïaque, c'est-à-dire que quelqu'un fonctionne comme ça, et des moments de paranoïa ou des épisodes de paranoïa. Je pense qu'on en a tous vécu à un moment donné où on était fatigué, stressé, où on était dans des enjeux particuliers, et du coup, on voyait les yeux, enfin on voyait le monde avec des yeux de tout le monde nous persécute. Voilà, il faut vraiment faire la différence entre comment le cerveau fonctionne dans sa base et des événements ou des moments. Peut-être que la personne qui t'a fait ça, donc ton ex, si j'ai bien compris, c'était peut-être en lien justement à une réaction qui est liée au confinement. Le confinement, ça peut rendre des gens très compliqués aussi, hein. Ça peut rendre des gens très nerveux, très stressés, qui remettent en cause, très angoissés en fait. Donc c'est pas forcément sa mentalité ou son fonctionnement de base. Voilà, il faudra avoir vraiment une vraie séance pour voir ce qu'il en serait. Mais oui, quelqu'un qui te dit qui t'a vu alors qu'il t'a pas vu et que tu l'as manipulé parce que tu l'as aidé, on peut être sur ce type de profil. Encore une fois, il faudrait creuser. C'est toujours un peu compliqué de faire du diagnostic comme ça à l'arrache, c'est quand même des choses assez compliquées. C'est un vrai métier, hein, pour le coup. Je pourrais vous faire de la psychiatrie de comptoir, mais voilà, à chaque fois qu'il y a un diagnostic psychiatrique à faire, moi j'oriente vers un psychiatre. Ce sont les seules habilités à faire un diagnostic dans tous les cas. Ok, donc la personnalité histrionique, c'est vraiment les personnes, elles ont une réaction émotionnelle hyper expressive. C'est-à-dire que ça va partir dans des larmes, dans des drames, et en même temps ils sont capables d'être très heureux, très amoureux, enfin bref, il y a des émotions un peu exacerbées, et du coup, voilà, on peut avoir ce type de personnes, notamment qui peuvent être en quête d'attention, ils ont besoin d'exister dans le regard de l'autre, du coup ils vont tout le temps attirer le regard de l'autre par diverses manifestations, ils vont se faire voir, quoi. Il y a vraiment cette notion d'être visible, en mode aimez-moi, faites-moi exister, voilà, et ça peut donner des choses très particulières. Alors ça rejoint un petit peu le côté hystérique voilà, voilà, c'est une autre nomenclature, mais on peut être dans des choses un peu comme ça. Être hypochondriaque, ça rentre où? Alors là, on n'est pas forcément hypochondriaque, on est sur, pour le coup, on est sur de la peur. On est encore sur des croyances, hein, quelque part. On est sur des croyances installées sur soi, sur son incapacité à pouvoir gérer la menace corporelle, on va dire, hypochondriaque, on est vraiment là-dessus. La peur d'avoir une maladie, la peur, enfin voilà, on est sur une angoisse, en tout cas, on est dans des troubles anxieux, dans l'hypochondrie, et voilà, on est plutôt sur des troubles anxieux, on n'est pas forcément exactement sur des troubles de la personnalité, mais ça joue énormément sur la personnalité, donc voilà, je suis pas très claire par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, je vous fais vraiment le check des troubles de la personnalité, mais l'hypochondrie, dans tous les cas, moi je l'aborde avec un angle totalement différent. Voilà, le côté trouble de la personnalité, ce n'est absolument pas mon point de vue habituel dans les thérapies. Donc voilà, je vous fais vraiment le brief vite fait, mais l'hypochondrie, pour moi, je le vois sous un autre angle, pour le coup. Si tu es hypochondriaque, ça peut être un thème de soirée. Je me le note. L'hypochondrie. Ok, on continue. Donc on va avoir la personnalité après narcissique. Donc ça, clairement, c'est la personne qui
a besoin encore une fois d'exister et s'auto-diagnostiquer. Ah, tu t'es auto-diagnostiqué, ouais. Ok, donc pour le coup, donc la personnalité narcissique, elle veut attirer l'attention, elle a besoin d'être admirée, d'être aimée. En général, elle pense beaucoup à elle, elle pense peu aux autres. Voilà, la personnalité narcissique passe souvent pour un égoïste, passe souvent pour un manipulateur parce que du coup, il utilise les autres pour servir ses propres besoins. Voilà, le pervers narcissique, par exemple, c'est un trouble de la personnalité narcissique et du coup, on peut être dans ce champ-là. On a vraiment une personne dont le moi a tellement de failles qu'en fait, il a besoin de toute l'attention de la personne et de l'attention des personnes autour pour pouvoir se maintenir, en fait. On est vraiment sur de la faille narcissique, on est vraiment sur le diamant, là, il a des grosses failles à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le protéger, il a besoin de beaucoup d'amour et d'attention, la personnalité narcissique. La personnalité évitante, on est vraiment sur de l'inhibition sociale. C'est-à-dire que la personne ne veut absolument pas voir d'autres personnes parce que bah, justement elle a peur, elle se sent fragile, elle a peur du jugement, elle est hypersensible au changement, enfin c'est très compliqué, du coup elle va être vraiment dans l'évitement, elle va être dans l'évitement des gens, dans l'évitement des situations, dans l'évitement, elle va pas prendre de risques, voilà, on va être vraiment sur des gens qui vont être dans ce truc-là d'évitement. La personnalité dépendante, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un comportement collant, c'est-à-dire que plutôt que d'éviter les gens, c'est oh là là, dès que j'ai un ami, dès que je vais être vraiment en mode dépendance. Encore une fois, pensez aux dealers et aux relations de couple, on est là-dedans très souvent. C'est-à-dire que c'est une personne qui va avoir besoin de l'autre, qui va être soumise, qui va être en infériorité, qui va être... Voilà, ça peut être la victime. Mais en tout cas, voilà, elle va avoir besoin d'être prise en charge. En fait, il y a vraiment ce côté de prise en charge qui peut se mettre en place. Quelle est l'origine de ces troubles de la personnalité? Les fêlures d'un diamant. On est vraiment là-dessus. C'est-à-dire ça peut être une réaction à un traumatisme qui peut créer ça. Ça dépend des troubles, hein. Mais ça peut être tout simplement un diamant qui a grandi comme ça. Encore une fois, le fait de manquer d'attention maternelle quand on est bébé, le fait d'avoir grandi dans un certain environnement. Voilà, on est beaucoup sur des choses qui viennent toucher très petit, hein. On développe rarement ce genre de mécanisme en tant qu'adulte, en tout cas un peu plus rarement. Voilà, on va vraiment avoir des failles très profondes et très... voilà. La personnalité, encore l'identité, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ça se construit très tôt. C'est en jeu très tôt, c'est vraiment très tôt qu'on va mettre en place toutes ces choses-là. Et du coup, c'est ce qui fait que quand ça bug, souvent on va chercher dans la petite enfance, on va chercher... Parce que bah, une fois que c'est construit, mine de rien, il y a une sorte de récurrence ou de permanence, même si l'identité évolue. Mais voilà, quand c'est quand même solide, bah, ça a plus de chances de le rester par la suite. Alors, hop, hop, hop. Plus ou moins vécu dans l'enfance. Oui, c'est ce que je te disais, Audrey. On est vraiment sur des choses vécues dans l'enfance quand on est sur des troubles de l'identité. Recommandation de chant sur les pervers narcissiques. Ok. Je n'avais jamais vu la personnalité narcissique aussi clairement que lorsque tu as dit il a tellement de failles qu'il a besoin de l'attention des autres pour se maintenir. Bah oui, c'est ça en fait, hein. On parle d'ailleurs de la faille narcissique. C'est vraiment... en gros, j'ai tellement pas confiance en moi qu'en fait, j'ai besoin d'en faire des tonnes pour que les autres me donnent confiance en moi. Ou voilà, donc on est sur un diamant qui a besoin de se maintenir, quoi. C'est fragile, quoi. Même si ça a l'air de l'extérieur différent, parce qu'encore une fois, c'est les failles qui font briller le diamant, hein. Reprenez vos cours de gémologie, pour ceux qui ont des cours de gémologie. On est vraiment... Un diamant qui n'a pas de faille ne brille pas. Il n'existe pas, on ne le voit pas, voilà. Donc, c'est toutes les failles qui font briller le diamant. Chez quelqu'un qui a beaucoup de failles, on peut avoir soit un éclatement, soit le fait de beaucoup briller. Chez les narcissiques, en général, ce sont des gens qui brillent beaucoup, qui se font beaucoup voir et qui ont besoin d'attirer l'attention énormément. Ensuite, on va avoir du coup la personnalité obsessionnelle compulsive. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué, c'était quand c'était la semaine dernière ou hier, je ne sais plus.
C'était avec les personnes justement qui ont tellement d'angoisse, qui sont hyper angoissées et qui du coup mettent en place des compulsions ou des comportements pour gérer leur angoisse, pour avoir l'impression de gérer ou de contrôler ou de maintenir les choses. Hop, hop, hop. Ça se construit les premières années de vie, tout se joue avant l'âge de 6 ans. Ouais, alors je sais plus si c'est 6 ans ou 7 ans, là tu me mets un doute, mais oui, c'est Dolto qui disait ça. Peut-être même à 3 ans, je ne sais plus la référence de Dolto. J'ai tellement lu des articles qui disaient des âges différents que oui, il y a énormément de choses qui se jouent dans les premières années, parce que c'est dans ces premières années qu'on va apprendre à être, à appréhender le monde, à voir le monde, à lui donner un sens, qu'on va se donner aussi un sens, une identité, une personnalité, des capacités, des ressources pour pouvoir gérer le monde. Donc oui, il y a énormément de choses qui se jouent très tôt, et c'est pour ça que maintenant on cible de plus en plus en éducation bienveillante ou des choses comme ça, pour maintenir, préserver, donner un maximum d'outils et de ressources aux enfants, aux jeunes enfants, parce qu'il y a énormément de choses qui se jouent très tôt. Après, moi concrètement, je suis quand même confiante sur le fait que même si on a eu une enfance toute pourrie, avec des parents défaillants et un contexte vraiment défavorable, je pense qu'on peut rattraper largement les wagons, et il y a énormément rattraper les wagons, raccrocher les wagons, et qu'il y a énormément d'exemples en fait, mine de rien, de personnes qui sont très mal parties dans la vie et qui ont fait des choses extraordinaires après et qui ont vraiment transcendé les choses. Encore une fois, ce qui va vous faire briller, c'est vos fêlures aussi, et elles font partie de vous. Du moment où vous les intégrez, ben en fait, vous en faites des forces, en fait. Donc oui. Alors, beaucoup, mais pas du tout, j'espère. Alors, beaucoup, mais pas du tout, j'espère. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Zéro ombre d'un quelconque libre arbitre, sinon. Et je ne sais absolument pas ce à quoi tu fais référence. Je sais pas. Ça fait 2 fois que je le lis, je ne sais pas à quoi tu fais référence en fait. Ok. Donc, je vous ai dit, la personnalité obsessionnelle compulsive, c'est celle qu'on peut peut-être le plus facilement imaginer, encore une fois. Hein, c'est les personnes qui vont avoir par exemple des TOC, c'est les personnes qui, parce qu'ils sont angoissés, ils vont développer pourquoi pas des addictions, ils vont faire des achats compulsifs, voilà. Il peut y avoir plein de choses. Ok. Donc voilà, pour les troubles de la personnalité, mais vous voyez que finalement ça peut vraiment toucher énormément de manières différentes les personnes, et que l'identité est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément fragile, mais c'est quelque chose qui peut effectivement être atteint, voilà, parce que c'est quelque chose de profond en fait, c'est quelque chose de profond, de précieux, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à un moment donné de préserver, et voilà, de se faire du bien en fait. Alors, comment distinguer un trait de personnalité d'un vrai trouble? Quelqu'un peut aimer les compliments sans être narcissique. Alors encore une fois, ce qui va faire en sorte que ça soit un trouble, c'est le fait que ça trouble la vie de la personne en fait. On peut très bien je sais pas, ouais, je vais pas prendre des cas extrêmes, mais en gros, ce qui va faire le côté trouble, c'est vraiment que la personne en souffre ou que son environnement en souffre. Si la personne n'en souffre pas et que son environnement n'en souffre pas, concrètement, on ne devrait pas pouvoir appeler ça un trouble. Parce que qui on est nous pour dire qu'une personne a un trouble alors qu'en fait elle le vit très bien et qu'il n'y a pas de souci. Il y a énormément d'artistes qui ont ce qu'on pourrait appeler des troubles, et qui pour autant, pour lesquels c'est intégré, c'est pas forcément un problème. Je sais qu'hier j'en parlais avec un patient, et concrètement on n'était pas d'accord sur le sujet, mais c'est pas grave. Pour le coup, voilà, c'est un trouble que si ça trouble la vie de la personne, vous voyez, ou son environnement. Donc on peut aimer effectivement les compliments sans être narcissique, enfin sans avoir un trouble ou une personnalité narcissique. Qui n'aime pas les compliments? Enfin, moi j'aime bien, concrètement j'aime bien qu'on m'en fasse. Quand on m'en fait trop, ça me gêne un peu, mais j'aime bien qu'on me fasse des compliments. J'imagine que toi aussi, j'imagine que les 11 qui me regardaient, dans les 11, qui n'aime absolument pas qu'on lui fasse de compliments? Non, quand on nous fait des compliments, quand c'est bien amené, quand ça nous semble juste, ça fait plaisir, et c'est pas forcément un trouble narcissique pour autant. Après, si tu as besoin des compliments de l'autre pour avoir l'impression d'exister, là, on pourra en reparler par exemple.
Rectif, je suppose que beaucoup de choses se jouent avant 6 ans, mais pas tout, j'espère. Et non, tout ne se joue pas avant 6 ans, mais il y a énormément de choses de la base de nos ressources qui se jouent avant 6 ans. Mais encore une fois, on peut très bien apprendre énormément et changer et évoluer, même longtemps après. Voilà, c'est pas un problème. Franchement, si j'y croyais pas, je pense que je ferais pas ce métier-là. Ça serait trop déprimant de se dire que bah, de toute façon c'est foutu, tout se passait avant 6 ans et moi je travaille avec des adultes donc c'est déjà foutu. Non, non, pour le coup, je pense vraiment qu'il y a plein de choses qui se passent après 6 ans. C'est juste que il y a énormément de troubles qu'on retrouve à l'âge adulte qui prennent leur source dans des choses de l'enfance, mais aussi dans le contexte dans lequel vit la personne et des expériences qu'elle a fait après. J'aime quand on me fait des compliments, mais quand on m'en fait trop, je commence à me poser des questions. Et oui, ça c'est la personnalité parano. Non, 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 pas du tout. Oui, mais c'est normal. C'est normal que ça te mette la puce à l'oreille. Enfin, encore une fois, hein, quand on communique, c'est qu'on a envie de quelque chose, c'est qu'on a un besoin, c'est qu'on est en train de demander quelque chose. Donc, finalement, qu'est-ce que la personne veut quand elle te fait des compliments? Surtout quand elle t'en fait beaucoup. Surtout si elle t'en fait beaucoup, que manifestement ça te gêne, pourquoi elle continue? Donc on pourrait partir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous propose dans la demi-heure qui nous reste, c'est vraiment de prendre papier, stylo et de faire un petit test que j'aime bien faire avec mes patients. Donc moi, je pars toujours du principe qu'avec mes patients, avec mes clients, avec les gens que j'accompagne, les tests les plus simples sont les meilleurs et en général, ça fait énormément bouger justement parce que on les voit pas arriver. Donc je fais aussi des tests projectifs du type Rorschach, tout ça, mais mine de rien, avec d'autres tests tout bêtes, on peut arriver au même, non pas au même résultat, pas exagéré, mais en tout cas à des résultats très intéressants. Donc vous allez tous prendre un papier, un stylo, pour ceux qui veulent jouer le jeu, hein. De toute façon je vous vois pas, donc même si vous le faites pas, je ne le saurai pas, donc tout va bien. Donc on va faire ensemble ce qu'on appelle un portrait chinois. Donc vous avez probablement déjà fait ça. Ça consiste en fait à commencer la phrase par si j'étais un animal, nanana, je serais, et vous allez noter spontanément la première raison ou la première réponse qui vous vient quand je dis certaines caractéristiques. Donc j'en ai un certain nombre, donc on va piocher dedans, je ne vais pas vous faire toutes celles que j'ai, mais je vais vous en proposer certaines, et je vais vous proposer un test. Oui, mais pas un test. Promis, je ne mets pas de notes. Je ne mets pas de notes, je ne transmets pas les notes au Crous, tout va bien. Donc au début, je m'étais dit, on va mettre les réponses dans le chat. Et après, je me suis dit que ça allait mettre le bazar. Donc notez-les pour vous, vraiment. Et ça va vous donner des indications sur, finalement, des éléments de votre personnalité. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, vous êtes prêts? On y va. Donc si vous étiez un animal, vous seriez... Et vous notez. Un chat, un chien, un poisson rouge, un hippocampe, ce que vous voulez. Ok. Si vous étiez une plante, attention, notez-vous, vous avez le choix, cactus, chêne, ce que vous voulez. Ok. Si vous étiez une saison, alors, été, printemps, hiver, automne, j'en oublie un, je ne sais pas. Donc notez-le, harmattan, si vous avez des saisons qui ne sont pas d'ici, ça marche aussi. Et demandez-vous à chaque fois, prenez un petit temps pour vous dire, ok, j'ai noté ça, pourquoi je l'ai noté? Vraiment. Ou vous le ferez après, mais en tout cas, c'est pas grave. Ok. Donc, si tu étais un des 5 sens, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue. Ok, on continue. Si vous étiez un pays, en général, celui-là, il vient assez rapidement. Rectifier, c'est autorisé. Oui, mais si tu prends trop de temps pour rectifier, tu vas être totalement perdu après. Ok, si vous étiez un paysage, mer, montagne, ville, campagne, mettez vraiment ce qui vous vient. Si vous étiez une pièce de la maison, celui-là est très intéressant, je trouve. Ok. Si vous étiez un vêtement, un vêtement. Ok. Si vous étiez un livre, ouais. Donc là, ça demande un peu de laisser penser à un livre. Si vous étiez un personnage de fiction,
Si vous étiez un super pouvoir. Celui-là, il est pas mal aussi. J'aime bien. J'aime bien le faire avec mes patients. Si vous étiez une chanson. Celui-là aussi, il est pas mal. Si vous étiez un plat. Donc, quand je parle de plat, je parle vraiment de la chose qu'on mange. Ouais, le premier qui te vient à l'esprit. Vraiment le premier. Même si ça te semble bizarre ou étrange ou totalement farfelu, encore une fois, le farfelu est le bienvenu. Donc, si tu étais un fruit, si tu étais un sport, si tu étais un chiffre, celui-là aussi très intéressant. Il y en a qui sont perdus. Super pouvoir. Il y en a qui le notent. Donc, Gabriel, tu seras notre personne qui note les trucs que je dis. Si vous étiez un bruit, ça c'est pour les auditifs. Si tu étais un hashtag, ou hashtag, pardon. Plus habitude de l'écrire que de le dire. Très bizarre à dire. Si tu étais un gros mot, je pense qu'il y en a qui doivent rigoler tout seuls là. Et j'en ai encore deux. Si tu étais une émotion. Peur, tristesse, joie, colère, dégoût, surprise, mépris. Et enfin, le dernier, si tu étais un plaisir. Et là, il y en a qui rougissent peut-être parmi les 11 qui regardent la vidéo en ce moment. Ok, on a fini. Donc ça, on est vraiment sur le genre de test que je peux faire, alors de manière plus ou moins développée. Des fois, je pose qu'une seule question. Des fois, j'en pose beaucoup plus, des fois beaucoup moins. Ça dépend vraiment des moments. Mais en tout cas, le principe de ce test, ça marche exactement pareil que le test de Rorschach. C'est-à-dire, le test de Rorschach, c'est une espèce de feuille avec une tâche dessus. Et parce que notre cerveau a tendance à trouver du sens aux choses et que ce sens est donné par rapport à tout ce que nous croyons, tout notre fonctionnement, notre façon de filtrer le monde, ben on a tendance à donner un sens qui est en lien avec ce qui se passe au niveau psychique. C'est la même chose que de regarder les nuages. Ben, quand vous regardez un nuage avec quelqu'un, ben, vous n'allez pas forcément voir la même chose que l'autre personne. Si par exemple vous voyez la forme d'un bébé et l'autre voit la forme d'un chevalier, et ben c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être pas les mêmes préoccupations, qu'ils ont peut-être pas la même manière de filtrer la réalité et les mêmes croyances, et voilà. Donc là, ça marche un peu pareil. Ce qui est intéressant dans ce genre de test, bon, en général, on fait ça quand on est enfant, on trouve ça drôle et tout, ça fait travailler la créativité, tout ça, donc c'est cool. Moi, en tant que psychologue, je l'utilise vraiment comme un test projectif. C'est-à-dire que ça permet de se définir sur des caractéristiques très très profondément ancrées, mais pour autant, sans pour autant aller demander à la personne de se définir et de se décrire directement. Par exemple, si une personne me dit dans l'animal que il est un chat, je vais toujours lui demander pourquoi, parce que le fait qu'il me dise que c'est un chat, ça ne va pas forcément me donner une indication directe sur ce que ça veut dire. En général, quand je pose ce genre de test, j'ai déjà quand même des éléments et du coup, ça colle bien en général. Euh, ouais. Et du coup, il y a vraiment ce côté où ça va vous permettre de vous rendre compte de comment vous fonctionnez, de ce qui est important pour vous. Surtout quand vous allez répondre à la question pourquoi. Par exemple, si je vous dis, s'il y en a il y en a un qui veut partager avec nous l'animal qu'il a mis. Ouais, personne? Bon,
le premier qui mettra un animal, on débriefera sur cet animal-là. Donc pour ceux qui me disent qu'il n'y a rien qui leur est venu à l'esprit par rapport à des thématiques, c'est pas grave. Pour le coup, des fois, il n'y a rien qui nous vient parce qu'on n'y pense pas, et puis ça va peut-être vous venir un jour. Peut-être que ce soir, il y a une chanson qui va vous venir et vous allez dire, oh, mais oui, mais c'est ça ma chanson, mais oui, mais c'est ça me représente trop. Mais oui, mais carrément. Parce que la chanson parle de quelque chose qui vous parle et qui vous touche profondément. Parce que, je sais pas, peu importe, hein, mais encore une fois, des fois, ça peut avoir des liens très indirects. Hein, si la chanson qui vous correspond, qui vous est venue, c'est chaud cacao, ça marche aussi, hein, tout va bien. D'accord? Et je dis ça parce que c'est la chanson préférée de mon fils en ce moment. Alors, hop, 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 je crois que j'ai vu passer un chat. Alors. Donc, Siegfriedo ou Siegfriedo, je ne sais pas. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le chat? Pourquoi c'est logique que tu sois un chat, Siegfriedo? Est-ce que tu peux prendre quelques instants pour noter ça dans les commentaires? Parce qu'en fait, c'est surtout ça qui est intéressant. Donc, pourquoi un chat? Pourquoi c'est logique, totalement logique, que tu sois un chat? Et les autres, faites la même chose pour vous. Hein. Pourquoi, Gabriel, c'est totalement logique pour toi que tu es un poisson? Partez du principe que c'est logique. Si votre cerveau vous l'a servi, si votre cerveau vous a proposé ça, c'est que quelque part, ça répond à une logique. Donc, pourquoi c'est logique pour vous? Ok. Parce que je m'identifie avec, j'ai vécu avec des chats une bonne partie de mon enfance. Le fait de s'entendre avec un type d'animal, concrètement, notamment quand ça a été au niveau de l'enfance, mine de rien, on apprend énormément de ses parents, mais on apprend aussi de tout son environnement et on peut apprendre aussi des animaux avec lesquels on vit. C'est pas pareil de vivre dans un environnement où il y a des chevaux, de vivre dans un environnement où il y a des chats, des chiens, des scorpions, des poules, où il n'y a pas d'animal. Voilà, ça module aussi la façon de penser. Donc quand tu dis que tu t'identifies avec, donc on est vraiment sur ça, puisque l'identification c'est de l'identité, et donc quand on s'identifie, il y a ce côté je suis, donc on est clairement là-dedans. Donc peut-être que tu t'identifies par rapport à des caractéristiques. Généralement sur le chat, on a la notion de douceur, de fait d'être intérieur, c'est-à-dire d'aimer être cocooné, et aussi le côté où il peut y avoir la notion d'indépendance. C'est-à-dire que le chat, il est très affectueux, mais c'est quand il veut. Donc des fois, on peut avoir ce genre de réponse qui vient, et c'est très intéressant de s'en rendre compte, en fait, de se rendre compte que finalement, en fait, même si on le sait quelque part qu'on est indépendant, en fait, le fait de se dire, en fait, je suis comme un chat, et de réfléchir là-dessus, ça permet en fait d'avoir des notions sur soi et sur son identité. Alors, hop, j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions, vous allez super vite. Donc, hop, 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 hop. Je vais regarder un petit peu ce que vous dites. Alors, hop, 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 hop. Ok, je m'étais arrêtée là. Et pas que dans mon enfance, ok. Moi, le chat, parce qu'il aime manger, dormir, il est cool. Tu vois, ça peut. C'est pour ça que le pourquoi est important. Si vous m'aviez dit chat et que j'étais directement allée sur une interprétation, du coup, je serais probablement passée à côté de la raison. Pour Audrey, par exemple, c'est parce que le chat, il aime manger, dormir et il est cool. Et Audrey, probablement, du coup, elle aime manger, dormir et elle est cool. Voilà. Alors manger, dormir, je savais pas, mais cool, ça se voit dans les commentaires et dans les posts, pour le coup. Donc Gabriel, je suis poisson parce que c'est mon signe. Souvent on s'identifie à son signe astral. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple moi, je sais pas si je vous ai déjà donné mon signe astral, mais je vous mets au défi de deviner. Je vous le dis pas, devinez, et vous allez voir que finalement ça peut se trouver en fait. J'ai toujours aimé l'eau et j'aime le sentiment de flotter et de liberté. Ouais. La liberté, ok. Moi, c'est écureuil parce que je fais des stocks de bouffe partout. Et oui, très intéressant. Donc, quelqu'un qui me dit qu'il fait des stocks de bouffe partout, moi, du coup, ça me ramènerait plus à la personnalité, par exemple, plutôt compulsive. Vous voyez? Avec j'ai peur de manquer, hop, je fais des stocks. Et puis, dès que j'ai une émotion forte, hop, je vais gratter un peu dans mes stocks.
Donc, vous voyez bien que finalement, même avec une simple question de si vous étiez un animal, vous seriez quoi? On peut aller très très loin sur comment fonctionne la personne et sur son identité, et c'est toujours très intéressant. Tu stockes de la bouffe dans les joues aussi. Ok, craintif. Alors, je ne sais pas. Craintif, oui, ça peut être ça par rapport au chat, peut-être, je ne sais pas. L'indépendance, affectueuse, ok. J'ai choisi le chat alors que je suis poisson en signe aussi. Vous voyez que là c'est intéressant de mettre ça. Parce que par exemple, à un moment donné, là, Émilie, elle aurait répondu spontanément chat. Mais le fait d'avoir entendu que quelqu'un d'autre mettait poisson, son identité de poisson, puisque c'est son signe astral, s'est réveillée en disant « Ah, mais je suis aussi poisson ». Comme quoi, on peut avoir deux identités, ça dépend comment on pose la question, ça dépend de ce que ça veut dire à ce moment-là. Et du coup, là, le poisson et le chat peuvent donner un poisson-chat, j'en sais rien, mais en tout cas peuvent cohabiter, coexister et avoir des sens totalement différents pour soi. Capricorne. Est-ce que je suis Capricorne? Non. Eh oui, Bélier. Bélier. Je fonce dans le tas, je suis hyper dynamique et tout. Non, non. Pour le coup, effectivement, le signe astrologique, le signe astral, bah en fait, le fait qu'on le sache et qu'on y attribue des caractéristiques, dans tous les cas, même si c'était faux, module forcément notre personnalité. Parce que si on passe toute votre vie à vous dire que vous êtes ceci, vous êtes, je sais pas, justement, vous êtes bélier et que les béliers c'est des fonceurs, et bien à force, vous allez vous identifier, vu que vous êtes bélier, puisque c'est ce qu'on vous dit et que vous pouvez le vérifier par votre date de naissance, et bien vous allez développer une personnalité qui est cohérente avec ça, et du coup vous allez développer une personnalité de bélier. Donc en fait, c'est compliqué par rapport au signe astral, au final, à savoir si on développe une personnalité par rapport à ce qu'on nous dit du signe, ou si au final, c'est effectivement le fait d'être né à une certaine période de l'année qui module vraiment le signe. C'est assez compliqué de faire la part des choses par rapport à ça. Il faudrait partir de quelqu'un, il faudrait observer quelqu'un sans croyance, sans aucune croyance sur le signe astral, et que la personne qui fasse passer l'épreuve n'ait aussi aucune croyance sur le signe astral, ce qui est très difficile à trouver de nos jours. Oui, je suis bélier. Alors, quand j'étais gamin, j'ai planqué du camembert sous mon oreiller. Ah oui, ça c'est un écureuil, c'est sûr. Ou alors un autre signe, mais son signe lunaire ou son ascendant est d'eau. Non. C'est moi? Alors en fait, je suis bélier ascendant taureau. Donc pour le côté je fonce, je pense que je suis pas trop mal lotie. Alors, tu ne t'identifies pas trop au poisson. Ok. J'ai un peu de Diogène, donc quel animal? Alors là, je ne sais pas. J'aime les chiens, mon attitude amicale constante serait plus chien. Et pas saccadé comme les chats. D'accord. Donc il y a le côté constance et le côté affection, amicale et fidèle, peut-être, parce que c'est les caractéristiques qu'on attribue aux chiens. Capricorne, bélier, pas si loin. Ok. Signe de terre, tu étais pas loin. Oui. Oui, entre l'eau et la terre. Ok. Donc, vous voyez qu'avec ce genre de choses, alors peut-être qu'il y a des questions que j'ai posées qui vous ont moins parlé que d'autres. Effectivement, dès que je pose la question du livre ou dès que je pose la question... Il y a des personnes avec qui ça va vraiment accrocher, à qui ça va vraiment parler, puis d'autres personnes qui vont, bah, du coup, à qui ça va pas forcément parler parce que soit ils lisent pas beaucoup, soit finalement ils ne s'identifient pas forcément aux livres qu'ils lisent. Mais voilà, il y a d'autres choses qui vont plus leur parler et c'est surtout ça qui est intéressant en fait. Le but, c'est pas forcément d'aller chercher les réponses communes, mais c'est d'aller chercher les réponses un peu atypiques. Par exemple, l'écureuil est une réponse atypique. Le chat, le chien, on est plutôt sur des réponses typiques, le poisson aussi. Mais dès qu'on est sur de l'écureuil, de l'hippocampe, une chauve-souris, dès qu'on est sur des choses un peu comme ça, forcément, ça attire quand même l'attention et c'est là où on voit qu'il y a quand même moins d'influence sociale et beaucoup plus de personnalité ou de côté discriminant sur ces items-là. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à faire cet exercice-là. Je vous invite aussi à poser exactement les mêmes items par rapport à vous, à un ami ou à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout. C'est toujours très intéressant de voir quel
quels seraient les attributs que les autres nous donneraient, quel serait le pays, quel serait... Voilà. Le plat, c'est hyper intéressant aussi parce que vu que la nourriture, c'est quelque chose de très ancré émotionnellement, bah, ça donne quand même en général pas mal d'infos en fait sur qui on est. Hop, hop, hop. Ah d'accord, ok. C'est par rapport à l'hypocondrie. Ok. Bélier, c'est feu? Je crois que c'était terre. Bon, j'en sais rien. De toute façon, je ne m'y connais pas en signe astral. Mais en tout cas, vous voyez que cet exercice-là, exercice très simple, qu'on fait faire aux enfants en centre aéré, concrètement, dans les veillées, voilà. J'étais animatrice de centre aéré pendant un temps. C'était un exercice que je faisais très bien, assez souvent. En fait, ça permet aux gens de se découvrir, ça permet... Donc n'hésitez pas à utiliser ce test projectif, digne de Rorschach, mais un peu plus ludique pour pouvoir trouver en fait des informations sur comment vous fonctionnez. Et ce qui va être intéressant, c'est de le faire soi, bien sûr, mais aussi de le faire en croisé avec d'autres personnes parce que les gens vont réagir à ce que vous dites et ils vont vous dire ah oui mais c'est vrai c'est totalement comme ça ou alors ah ben non c'est pas du tout comme ça que je te perçois et c'est toujours très intéressant. À autre chose que chien et chat dans notre société, je trouve. Oui, encore une fois, c'est peut-être pas sur cet item-là que tu vas le plus te transcender ou te découvrir ou découvrir quelque chose de différent. Ça va peut-être être sur un autre un peu plus poussé. Mais c'est toujours intéressant. Il y a vraiment deux camps. Il y a le camp des chats et le camp des chiens. Et c'est pas les mêmes caractéristiques en termes de fonctionnement, en fait. Donc, ouais. Donc, t'inquiète pas, Émilie, si toi ça te parle moins ou si tu dis chat et chien et que du coup, même si tu es sur une réponse qui est un peu conventionnelle, c'est pas gênant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu en dis et quelles sont les caractéristiques que tu mets derrière. Parce que tu as vu tout à l'heure, il y avait deux caractéristiques très différentes entre Audrey et Sigfrido, je crois. J'ai trop l'habitude de faire le raccourci signe à corne égale terre. Ok, ça marche. Ça marche, Gabriel. Ok, bah moi aussi, a priori, parce que je pensais que c'était terre, tu vois. Ok. L'exercice que je vais vous proposer maintenant, c'est un exercice qui va vous demander du temps, donc vous le ferez après le live, mais en tout cas, je vous propose de l'écrire maintenant. Donc, c'est un exercice projectif aussi, qui est basé un petit peu sur le même principe que le portrait chinois, mais qui va vous demander d'encore plus le creuser. Je vais vous demander de faire votre fiche produit. Donc, c'est ce que je vous avais dit hier. C'est-à-dire que vous allez vous décrire comme si vous étiez un produit dont il fallait écrire la notice d'utilisation. Vous voyez? Donc pour ça, vous allez juste décider que, voilà, que vous êtes un produit. C'est comme si je vous avais demandé, dans la même lignée que les autres questions, si tu étais un produit ou un objet, ça serait quoi? Et quand vous avez cette réponse-là, vous allez devoir écrire toute la fiche produit de cet objet-là. Hop, je lis un peu ce que vous dites. J'étais une loutre, pas mal la loutre. Ok. Donc, prenez vraiment votre page et vous mettez fiche produit. Alors, vous allez noter les différents items ou différentes choses que je vais vous demander de travailler pour la prochaine fois, si vous le voulez, hein, bien évidemment. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est toujours très intéressant pour ceux qui veulent travailler sur leur identité et sur qui ils sont et se connaître mieux. Donc, vous allez noter le nom du produit. Donc, encore une fois, un produit, ça peut être, si j'étais un produit, je serais, je sais pas, une cocotte minute, une lampe, une chaise. Partez sur vraiment des choses du quotidien, hein. Voilà, je serais un stylo, je serais une baignoire, je serais une voiture, je serais, voilà. Donc, faut-il imaginer qu'on est un joindre en même temps, parce que je suis sur mon téléphone, donc j'espère qu'elle ne va pas recommencer. Donc, je vais vous proposer vraiment de partir sur un objet, sur un produit du quotidien. Et ça peut être donc un médicament, un cosmétique, donc une crème, du dentifrice. Ah ouais, donc je disais, ça a un bug, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler en même temps et vu que je suis sur mon téléphone, et ben du coup, des fois ça peut couper un peu, j'espère que la personne ne va pas rappeler. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça peut être un médicament, cosmétique, un objet, peu importe, une fourchette, cuillère, Ah, désolé. Désolé, désolé.
Donc, ça peut être vraiment ce que vous voulez, des vêtements, un véhicule, voilà. Choisissez vraiment quelque chose qui a priori vous représente ou que vous pourriez être. Encore une fois, la dernière fois, je travaillais avec une personne sur les émotions. Je lui ai dit, ouais, voilà, qu'est-ce que vous seriez? Elle m'a dit, bah, je serais une cocotte minute. Très bien, pour travailler les émotions, je trouve ça plutôt adapté. Donc, partez vraiment sur... bah, il y a une patiente il y a 3 4 jours qui m'a dit, on a fait le même exercice, parce qu'en ce moment, j'aime bien le faire, voilà, parce que les gens étaient confinés, donc ils avaient beaucoup d'objets autour d'eux. Elle m'a dit, je serais Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Un gaufrier. Et bien pourquoi pas, et on a travaillé autour de ça. Donc partez sur un produit, quelque chose qui vous parle, vous tournez, même vous pouvez regarder autour de vous, et vous dites, ok, en fait si j'étais un objet, je serais une bouteille d'eau. Ok, peu importe. Partez vraiment sur quelque chose qui a du sens pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez déjà comprendre pourquoi ça pourrait être vous. D'accord? Et puis vous allez écrire donc le nom du produit. Donc essayez d'imaginer un nom, vous êtes vraiment dans de la fiche marketing, je vous fais un cours de marketing. Donc vous allez trouver un nom du produit, un slogan, donc quelque chose de vendeur, quelque chose qui donnera envie. Vous allez dire à quel type d'utilisation cet objet est voué. Est-ce que c'est une utilisation industrielle? Est-ce que c'est une utilisation ménagère? Est-ce que c'est une utilisation occasionnelle ou quotidienne? Ou voilà, donnez des caractéristiques comme ça qui vous parlent. Et puis après, vous allez partir sur à qui s'adresse le produit. C'est qui votre public en fait. Est-ce que vous êtes un produit pour enfants, un produit pour adultes, un produit pour les femmes, pour les hommes? Est-ce que vous êtes un produit pour tout public? Est-ce que vous êtes pour les gens d'une certaine catégorie? Ou voilà. Donc à qui vous vous adressez et aussi à qui vous ne vous adressez pas. Donc partez vraiment de ce concept-là, vous ne vous adressez pas forcément à tout le monde. Vous n'êtes peut-être pas un produit pour tout le monde, selon le produit que vous êtes. Donc c'est très intéressant. Et puis après, vous allez dire à quoi sert le produit. À quoi il sert, dans quel cas on peut l'utiliser et à quoi il ne sert pas. Par exemple, pour le gaufrier, ben, ça sert à faire des gaufres, à bien prendre soin de la pâte, à passer un moment convivial. Ça ne sert pas à se lisser les cheveux, par exemple. Vous voyez, même si certains auraient pu le penser, ça ne sert pas à ça. Donc vraiment, partez sur à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas. Alors, c'est pas Chloé. Gros bug sur le stream, oui, oui, oui. La vidéo bug. J'essaie de voir. Elle a dit nom du produit, slogan, type d'utilisation, quel public, à quoi sert le produit. Nickel. Et elle s'appelle Marie-Émilie. C'est moi. Ok. Et puis, vous allez commencer à décrire comment on s'en sert. C'est-à-dire que comment on fait pour vous utiliser. Si par exemple la personne qui était un gaufrier il y a quelques jours, et vu qu'on parlait beaucoup des émotions et de la relation de couple, il lui fallait pas mal de temps pour chauffer. Et par contre, à un moment donné, quand ça chauffait trop, donc quand elle était trop en colère ou des choses comme ça, les conditions d'utilisation, c'était qu'il fallait juste la laisser refroidir. Il fallait pas essayer de la refroidir mécaniquement, trop vite, machin. Il y a vraiment cette notion de il fallait lui laisser du temps pour refroidir. Donc partez vraiment sur comment on s'en sert, les conditions d'utilisation, qu'est-ce qu'on fait dans les cas où le produit a une surchauffe ou un bug ou est défectueux ou peu importe. Et vraiment, faites vraiment rouler votre créativité pour permettre à cette histoire de devenir logique en fait. Et c'est vraiment ça, la grande force du cerveau, c'est de mettre du lien, de faire du lien, de créer du sens, là où a priori il n'y en a pas. Par exemple, si moi je dis, moi je suis une bouteille d'eau, ce qui me convient pas du tout en fait, soyons bien clairs, je ne ressemble pas du tout à cette bouteille d'eau, mais je pourrais dire par exemple j'ai un usage quotidien, je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, les enfants, ça peut être adapté aussi. Voilà, je sers à désaltérer, voilà, pour les gens qui ont soif. D'ailleurs, j'ai un peu cette fonction-là dans la vraie vie. En fait, je fais un peu des pauses aux gens, des fois, par mon métier. Et puis voilà ça peut servir justement. Je peux servir dans les cas où les gens sont assoiffés, où ils ont besoin de boire, où ils ont besoin. Voilà, allez vraiment sur du basique et en même temps, là, j'arrive pas à trouver parce que ça ne me correspond pas du tout, la bouteille d'eau. Mais partez vraiment sur quelque chose de créatif et qui a du sens. Est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il a trouvé comme objet ou comme produit? Comme ça, on peut commencer à donner un exemple avec ça, par exemple.
Gabriel, tu as trouvé un produit pour toi? Allez, le premier qui me donne un produit, on peut brainstormer un peu dessus. T'as encore rien? Le repose-tête. Alors, qu'est-ce qu'un repose-tête? C'est le truc, l'espèce de coussin pour, dans l'avion? C'est ça, Gabriel? Celui qu'on met dans les avions. Ok. Ok. Donc, Gabriel, ce repose-tête, quelle est son utilisation? Donc, tu disais finalement, on le met autour. Ouais, ok. On le met autour du cou quand on veut dormir, mais qu'on n'a pas de coussin. Donc, ça voudrait dire que toi, on te met autour du cou quand on veut dormir, mais qu'on n'a pas de coussin. Donc, il y a ce côté peut-être confort. Mais vous avez tous la vidéo.